Buenos días les amis, buenos días todo el mundo. Bonjour à tous. Bon, épisode un peu spécial, on fait le bilan. Ça fait plus de 5 ans que je vis à Vancouver et aujourd'hui, j'ai envie de te partager comment j'en suis arrivé là. Donc oui, il y a 5 ans, j'ai pris une décision qui autour de moi avait fait un peu le bordel. Parce que oui, tout quitter pour venir à Vancouver, ça n'a pas été facile. J'ai dû quitter ma famille, mes amis, mon travail où je gagnais assez bien ma vie, un bon boulot. Et j'ai tout quitté pour venir à Vancouver, une ville que je ne connaissais rien du tout, où je n'avais pas de réseau et pas de connaissances du tout sur à quoi ça ressemble. Aujourd'hui, je gère 7 restaurants, je vis dans une des plus belles villes au monde et j'ouvre à nouveau 3 autres restaurants dans les 5 prochains mois à venir. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas te parler de mon succès, je vais plutôt te parler de mes échecs, de mes galères, de toutes mes nuits où je me demandais si j'avais pris la bonne décision, parce que c'est là la vraie histoire. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'à la fin de la vidéo, je vais te raconter comment j'en suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire à la tête d'une compagnie qui ouvre 5 restaurants par an et d'où j'en suis à la tête. Mais reste bien la ferme parce que ça a été une galère pour en arriver là. J'ai pas été destiné à faire ça. Si j'étais resté en France, je serais resté destiné à rester, je pense, serveur toute ma vie. Alors pour ceux qui me connaissent pas, moi, c'est Olive. Je suis parisien. Après, pour ceux qui connaissent plus Paris, je dirais la région parisienne du 91. Et avant de venir au Canada, donc j'habitais dans le 91, donc qui est la banlieue parisienne, et je travaillais dans la restauration sur Paris, dans un restaurant qui s'appelait le Fouquet's. Un restaurant assez connu sur les Champs-Élysées, je dirais. Et j'ai commencé en tant que commis, c'est-à-dire que je lavais des tables, je suis devenu barman et puis je suis devenu limonadier, qui est garçon de café sur Paris dans un restaurant comme le Fouquet's. C'est de la haute voltige parce que je tournais entre 6 à 10 000 balles par mois, quoi. Tu pouvais. C'est un peu ouf. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je gagnais très bien ma vie comme ça, on va dire. Et je vous donne ça pouvait être même plus des fois. Parce qu'il y avait beaucoup de pourboires, il y avait beaucoup de princes qui venaient du Qatar, d'Arabie Saoudite et qui nous lâchaient des gros pourboires. Et c'est vrai qu'on pouvait faire même souvent, hein, on était des jours à 500 balles de pourboire, quoi. Donc ça montait vite. Donc du coup, je gagnais très bien ma vie. J'avais 24 ans quand j'étais là-bas. Puis il y a eu le Covid qui est arrivé et à ce moment-là, j'ai décidé de partir de Paris. Voilà, j'étais resté bloqué en France et je me suis dit, j'ai besoin d'une nouvelle aventure, c'est le moment de tout quitter. J'avais bien compris déjà à ce moment-là que fallait choisir entre argent ou expérience. Il y a des gens qui restent dans des endroits pour l'argent. Et c'est vrai que j'avais lu le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Et c'est là que j'avais compris, si je reste au Fouquet's, ouais, je vais faire de l'argent, mais je vais rester un serveur toute ma vie. Même si j'adore ce métier, j'adore, attention, hein, moi j'adorais le boulot de serveur. Bah, je me suis dit, j'ai envie d'une nouvelle expérience et je sais que l'argent, ça me faisait rester, quoi. Donc j'aurais pu rester gagner encore de l'argent comme ça. Mais j'ai décidé de choisir l'expérience au lieu de l'argent. Puis, j'ai décidé à ce moment-là de partir et j'ai décidé de choisir Vancouver. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, j'avais juste envie de parler anglais, de parler la langue et les États-Unis, c'était trop compliqué. Et puis au Canada, pour parler anglais, je te dirais, il y a 2 belles villes importantes, je dirais, pour pratiquer cette langue, c'est le Toronto et Vancouver. Et au final, j'ai choisi Vancouver parce que Toronto, je me disais, l'hiver, c'est trop froid. Et puis, j'avais trouvé une école de langue pour partir là-bas. Donc, à ce moment-là, je me dis, je me barre, je vais apprendre l'anglais, je pars au Canada, à Vancouver. Je fais les démarches administratives, je fais tout ce qu'il y a à faire, je passe par une agence pour prendre un visa étudiant. Et puis, à partir de là, je déclare à ma famille, à ma copine de l'époque aussi, hein, parce que je lui ai dit aussi, je me barre. D'ailleurs, c'était très compliqué avec elle, la pauvre, parce que j'ai quand même, je l'ai quitté à ce moment-là, quoi. J'ai tout quitté, quoi. Donc, j'ai même quitté ma copine, hein. J'ai tout quitté pour tenter cette nouvelle expérience. Ça a été très égoïste de ma part, je l'avoue, et je m'en excuse si elle regarde cette vidéo d'ailleurs. Mais j'avais soif d'expérience, de succès, d'aventure. Donc, je prends le billet d'avion. Et là, je prends mon école et je déclare à tout le monde, je me barre, je me casse à Vancouver, au Canada. Paris, c'est fini. J'ai beau faire de l'oseille, j'en ai marre des mentalités, je vois bien que je vais pas grandir. Parce que la vérité, je suis pas allé à l'école. Je suis pas allé à l'école. Je ne connais rien, je suis nul. Je suis nul à l'école, je suis nul en maths, je suis nul en tout ce que vous voulez. J'étais nul à l'école. Et puis j'ai dit bon. Et dans les palaces 5 étoiles, dans les hôtels 5 étoiles, sur Paname, malheureusement, si vous restez pas 5 ans, 6 ans, vous grandissez pas. Et j'avais bien compris ça.
Et parce que tous les gens autour de moi, ils étaient plus vieux que moi et ils avaient fait des 5-6 ans, des 7 ans, des 12 ans pour passer une position à une autre, quoi, pour grandir dans la société. Donc je me suis dit, bon, j'ai pas envie de ça. Donc, à ce moment-là, j'ai déclaré que je me barrais à tout le monde et je pars. Puis je te cache pas que ma famille pensait que j'étais fou parce que je gagnais des 10 000 balles par mois. Mon père, ma mère me fait mais t'es malade, t'as un CD, truc. Donc j'ai eu peur. Je me dis putain, je fais peut-être une connerie quoi. Je gagne bien ma vie, j'ai une voiture, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai de l'argent de côté. J'ai beaucoup d'argent de côté à ce moment-là. Et je suis jeune. Et je me dis, merde, je fais peut-être une connerie. Mais quoi, j'écoute mon cœur, je prends mes couilles et je le fais. Et tout le monde me prend pour un fou à ce moment-là. Le départ approche. J'ai tout vendu. Et je prends mon sac et mon baluchon. Et j'arrive à Vancouver. Donc là, j'arrive dans une ville où une autre culture, une autre langue que je ne parle pas. J'ai juste un contact. En vrai, j'ai un contact. C'est Doom. Mon pote Doom, c'est mon seul contact. Et puis, il faut trouver un boulot. J'arrive en milieu de Covid, il faut trouver un taf parce que je me rends compte que Vancouver, c'est pas l'American Dream, c'est hyper cher. Tout est super cher. Et j'ai un loyer à 1600 à payer, 1600 $, alors que je payais 400 € en France. Et la nourriture, tout ça, je te compte même pas, bien sûr. En plus, moi, je cuisine pas trop à l'époque, j'ai pas envie de cuisiner, donc restaurant tous les jours, donc ça part super vite. Et là, je dépose des CV. Je dépose des CV. 1, 2, 3, 4, 50 CV. Je ne reçois dans la restauration et il n'y a personne qui me prend. Je sors du Phuket. Je suis serveur au Phuket. Personne ne me prend ici. Tout le monde ne connaît pas le Phuket ici. Tout le monde n'a rien à foutre du Phuket. Ils s'en branlent. Ils savent pas ce que c'est. Et donc là, je comprends bien, la restauration, ça va être compliqué et je suis personne ici. Le Phuket, peut-être qu'en France, c'est quelque chose, mais ici, c'est rien du tout, c'est Walou. Donc je continue et là je fais même des essais. Je fais des essais. Je fais un essai, ils me prennent même pas. Et là je commence un peu à me dire waouh, c'est plus compliqué que prévu. Je pensais que j'allais trouver un taf facile dans la restauration et pas du tout. Et là je me dis merde, c'est une claque quoi. Une claque à l'ego. Tu penses que déjà dans la restauration t'es français, personne te prend ici au Canada, à Vancouver. Donc tu te dis merde, qu'est-ce qu'ils en savent à la restauration ici? Moi je suis français, ils me prennent même pas. Donc là après j'ai lâché quand même 50 CV. Je pars directement déposer mes CV dans les restaurants, sur LinkedIn, sur partout et en fait personne me prend quoi et je me dis merde, moi je suis qu'une merde. Et du coup je commence à postuler dans d'autres trucs et là maintenant je commence même à postuler dans la construction, sur le chantier quoi, sur le chantier pour faire la vaisselle. Là c'est bon, là on termine, on accepte que faut prendre tout ce qui arrive quoi. Il faut au moins gagner de l'argent pour payer le loyer quoi. Et là à ce moment-là, il y a un boulot qui me prennent et là ce boulot, ils me disent très bien demain venez pour un entretien. Je fais donc très bien, j'ai trouvé un taf peut-être. J'y vais pour un entretien, je m'habille bien, je me sape bien et là j'arrive dans un hangar à Burnaby. Je m'en rappellerai toujours. Et dans ce hangar à Burnaby, j'ai un petit t-shirt blanc, petit pantalon bien habillé, comme tu sais, un Français qui va à une interview, hein, c'est-à-dire un entretien, on s'habille bien. Et là, il me dit bon monte dans la voiture, on y va quoi. Le mec à l'entretien. Et en fait, je me rends compte qu'il n'y a pas d'entretien, je vais commencer le taf direct. Bon très bien. Et en fait, je me rends compte c'est un taf pour monter des tentes pour dans le movie industry, donc dans l'industrie des films. C'est pour faire quand ils font des tournages, parce que Vancouver c'est une ville où il y a beaucoup de tournages de films. C'est très connu pour ça et en fait nous on monte les tentes pour ça en fait. Mais en fait monter des tentes c'est très c'est là que je me rends compte que c'est un taf d'enculé, hein. C'est très physique, c'est très dur, c'est très lourd, faut porter des cailloux, faut monter, c'est un travail physiquement et surtout je me rends compte. J'arrive là-bas, il est 9h, je rentre chez moi, il est 23h ce jour-là. Et je rentre tout noir, t-shirt tout noir, j'ai mal aux mains, j'arrive pas à les bouger, je suis en train de pleurer, je me rends compte que c'est super physiquement et en fait c'est très dur quoi. Le lendemain j'y retourne et on continue et je me dis bon moi j'ai un taf et ça va mettre du beurre dans les épinards quoi. Ça a été le boulot le plus dur de ma vie. Il n'y avait pas de jour de repos, c'est-à-dire tu prends des jours de repos quand tu t'en as besoin, mais en vrai, il y a pas de planning, donc c'est toujours en continu. Il y a toujours en continu, et ça s'arrête jamais tant que tu ne demandes pas des jours off, c'est-à-dire des jours de repos en fait. Donc je faisais des 7 jours, un jour de repos, des 10 jours, un jour ou 2 jours de repos, ça dépendait. Et puis en plus, c'était, tu y allais le matin, on te disait c'est demain 6h, demain 5h, demain 7h. Et tu savais jamais quand t'allais revenir. Ça pouvait être des journées à 15h, des journées de 18h. J'ai fait mon maximum, c'était une journée de 18h. Incroyable. Et là,
Bien sûr, tu payes les heures sup, hein, après 8 heures, tu es payé plus, après 10 heures, tu es payé plus, après 12 heures, tu es payé plus. Mais c'était dur. Très très dur physiquement et mentalement. Et là, je craque, tu vois. Là, ça fait 4 mois que je suis là-dedans et là, j'appelle mon meilleur pote, je craque. Tu vois, j'ai dit, mais là, je sais pourquoi j'ai tout quitté. Pour faire ça en fait. Merde, j'ai tout quitté pour faire ça, j'ai tout quitté, je gagnais 10 000 balles par mois, j'étais serveur, je travaillais de 8 à 10 heures par jour à Paris sur les Champs-Élysées. Et là, j'ai tout arrêté pour monter des tentes et porter des cailloux, pour travailler 18 heures par jour. Mes collègues, c'était des mecs en réinsertion qui sortaient de tôle. Et je me dis, merde, et qu'est-ce que je fous ici, bordel? Pourquoi j'ai tout quitté pour ça? Et là, je me remets en question et je me dis, merde, là, j'ai déconné. Là, j'ai déconné. Donc ça a été vraiment mon arrivée à Vancouver. La plus dure arrivée. Ça a été super dur. Et c'est là que je me dis, bon, ça va être compliqué cette aventure à Vancouver au Canada. Puis, après 5 mois de galère, de taf, je pleure, hein. Je pleure à ce moment-là. Je pleure de tristesse et j'ai honte. J'ai honte de dire à ma famille la vérité, de dire que j'ai fait le mauvais choix. Donc je me renferme sur moi-même. Bien sûr, tu vas pas dire à la famille, il fait la mauvaise. Bah non, t'assumes. Tu prends tes couilles, t'assumes et tu vas jusqu'au bout de ta connerie, j'ai envie de te dire. Et c'est là, t'as deux choix. Tu t'abandonnes et tu rentres à la maison, ou soit tu te remets en question et tu commences à investir sur toi-même. Et tu te dis, ça va passer. Et à ce moment-là, je commence à rentrer dans le développement personnel, à méditer, faire du yoga, à m'étirer. J'arrête la cigarette aussi. À Paris, je fumais beaucoup à Paris. Après, j'arrête de fumer. Et je commence à demander des choses positives, je commence à être dans la gratitude. Je commence à pratiquer la gratitude. C'est marrant parce que toutes ces genres de conneries, au début, tu te dis, mais pourquoi je fais ça? Et tu le fais. Et ça te fait du bien. Et là, je me dis, bon, je commence à chercher un autre taf, je peux pas rester là non plus. Et je commence à postuler dans plein de trucs et je me dis, il faut que je trouve un autre truc au moins qui est à côté de la maison. Parce que là où je travaillais, c'était super loin et il n'y avait pas de règles. Et je me dis, c'est trop dur, quoi. C'est très, très dur. 5 mois, c'était vraiment physiquement et mentalement, je me le répète. L'épreuve de ma vie. Et je continue à chercher, je me dis, il faut juste que je trouve un travail de serveur à côté de chez moi, et ça serait le luxe, quoi. Et là, je commence à chercher, et là, je vois une compagnie qui s'appelle Elonori. Elonori, c'est quoi ça? Ok, je postule, et là, ils me disent entretien. Entretien dans 3 jours, 14h45, à l'adresse, bon. Ok, bon. Moi, je regarde l'annonce, c'est dans le downtown, c'est dans le centre-ville, moi, j'ai mon appart, il est downtown, et il y a 2 jours de repos. C'est royal. Et c'est genre 20 dollars par heure. Alors là, je me dis, c'est royal. C'est à côté de chez moi. Il y a 2 jours de repos. Moi, avant, j'avais même pas de jour de repos. Donc, je me dis, c'est royal. Et là, tu commences à, tu vois, quand tu passes dans des épreuves dures comme ça, après, tu te remets en question. Et quand tu vois ce genre de choses, 2 jours de repos, bah après, tu réapprécies ces choses-là que pour toi, tu pensais que c'était acquis, en fait. Et puis là, je postule, j'y vais donc. Et j'arrive dans un espèce de bureau, dans un immeuble. Je rentre et je vois on dirait une entreprise Google, quoi. Qu'est-ce que je fous là? Je pensais que j'avais postulé dans un restaurant. Et là, je rentre, je fais l'entretien. C'est dans une salle de réunion, franchement super chic, super beau. C'est vraiment, c'est un siège d'entreprise, quoi. Et là, le mec, il me dit, voilà, Olivier, on va ouvrir le restaurant dans 2 semaines. Il n'est pas ouvert encore. Et du coup, voilà, bon, bah, d'accord, très bien. On cherche des serveurs, bon, bah, très bien. Et puis dans 2 semaines, on ouvre le restaurant, donc 3 jours avant, tu passes au restaurant et comme ça, on va faire une réunion, on fait un petit meeting avec tous les serveurs pour vous expliquer comment se passe une ouverture. Je dis, oh, bon, d'accord. Ok, là, je comprends. Et là, je comprends toujours pas c'est quoi comme concept. Et là, je me dis, je le tente. C'est dans le downtown et 2 jours de repos. Je le tente, j'ai rien à perdre. Les jours passent, j'y vais et là je me rends compte c'est un restaurant japonais. Elonori, c'est un restaurant japonais mais différent de ce que j'avais jamais vu dans ma vie. C'est un concept que j'avais jamais vu sur Paris, dans le monde entier, j'avais jamais vu ça. Et là je vois le concept. Waouh! C'est beau, c'est classe. C'est un business model intéressant et on dirait que ça, tout de suite dans ma tête, je le vois un peu à la McDonald's. Je me dis, c'est un business qui va marcher de fou, ça. C'est comme le restaurant. J'ai jamais vu ce concept, ça. Ils vont ouvrir dans le monde entier, ça. C'est pas possible. Et là, du coup, ça clique dans ma tête dans le sens où je dis, putain, vas-y, je le tente, tu vois, j'ai rien à perdre. Et là, on fait l'ouverture. Donc, il y a un jour ou 2 qui passe. On se tape l'ouverture. Et là, je vois bien que tous les serveurs à côté de moi, c'est de la daube, c'est de la merde et ils sont vraiment nuls. Et là, c'est le bordel, l'ouverture du restaurant, quoi. Il n'y a pas de management, il n'y a pas de système, il n'y a pas d'opération, il n'y a pas de code comme moi je connais au Phuket où tout est militaire, au détail. On sert par la droite, pas par la gauche. La cuillère sert derrière la tasse, c'est pas à droite ni à gauche. On sert les femmes d'abord, c'est les enfants. Il y a des codes, comment on ouvre des bouteilles, comment tu vois, on ramène, tout est chronométré, quand on amène le bill.
comment on dit, l'addition, tout est chronométré, tout est un timing, tout est parfait, l'exécution de chaque mouvement est à la perfection. Et là, je trouve c'est le bordel dans le restaurant. Et là, je dis au général manager, je dis Pao, laisse-moi t'aider. Il faut qu'on divise ça par deux, il faut qu'on donne des sections aux serveurs, il faut qu'on manage mieux que ça, parce que là c'est le bordel, je peux pas regarder ça, moi en tant que serveur j'y arrive pas quoi. Et là petit à petit il y a tous les serveurs qui quittent le navire, parce que c'est trop dur pour eux, et là le général manager me dit Olivier, est-ce que tu peux me faire des coupures, me venir m'aider le midi et m'aider pour le soir? Je fais, il n'y a pas de souci. Vas-y, je t'aide, et je viens le midi, je fais le soir, et donc je faisais ça, quoi. Je rentrais le midi, et je faisais des services de 3 heures, et après je revenais pour 4 heures ou 5. Et donc là, j'ai aidé le général manager comme ça. Au bout de 2 mois, il me dit Olivier, est-ce que ça t'intéresse de devenir manager? Je lui dis, il n'y a pas de souci, mais moi, mon anglais, il est so-so, quoi. Il est pas ouf, quoi, donc je peux essayer, quoi. Mais ouais, ça m'intéresse. De toute façon, j'étais venu pour apprendre l'anglais, moi. Hein. Et là, au bout de 2 mois, donc je deviens manager. Ils disent superviseur, eux. Et 2 mois après, le general manager, il me dit, bon Olivier, je pars, mais je veux que ce soit toi qui me remplace. Donc au bout de 4 mois, je passe de serveur à general manager de ce restaurant à Elonori. Et là, je me dis, bon, general manager, mais ouais, mais je parle, mon anglais, il est pas ouf, quoi. Hein. Moi, je veux bien, hein, mais... Et là, il me dit, t'as déjà géré une équipe? T'as déjà fait t'as de l'expérience dans le management? Tu connais, moi, je suis parisien. Moi, je suis le roi du violon, de la flûte. Et je lui dis, bah oui, bien sûr. J'avais jamais géré une équipe. Pour de vrai, j'avais jamais géré une équipe. J'avais jamais fait des plannings. J'avais jamais fait des projections, les bourgs, c'est-à-dire pourcentage d'emplois. Enfin, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on peut imaginer, je ne connaissais rien. Et là, je lui dis, mais bien sûr que j'ai de l'expérience, alors que c'était pas du tout vrai. Et là, je lui dis, je prends, j'accepte, et on y va. Je signe mon contrat de General Manager le 17 juillet, et là, j'ai 30 ans. Je signe ce contrat, j'ai 30 ans, General Manager. Ouais. C'est un tournant. C'est un tournant dans ma vie parce que, premièrement, en fait, je découvre que je suis passionné par le management. Je découvre que je suis passionné par le leadership, c'est-à-dire guider les gens, aider les gens autour de moi. Parce qu'avant, je faisais toujours du coaching sans me spécialiser dans un truc, et là, je me découvre. Et c'est là qu'on se dit, bah, quand qu'on pratique quelque chose qu'on aime ou qu'on est passionné, bah, c'est vrai que ça avance plus vite. Les choses avancent plus vite. Et là, je commence à kiffer. Et là, je gère un restaurant. Et là, on m'a dit, Olivier, on va ouvrir un 2e restaurant. Je suis ok, d'accord. Tu vas l'ouvrir avec nous et tu vas gérer les 2. Et je suis ok. Mais on va pas s'arrêter là. En fait, on va en ouvrir 4. Donc, on en ouvre 3 autres. Et tu vas en gérer 2. Tu vas tous nous aider à les ouvrir, mais tu vas en gérer que 2 ou 3. À l'époque, ils me disent ça. Ok. Et du coup, 1 an après, donc j'ouvre le 2e, et là, je monte d'un cran. Donc, j'ouvre le 1er restaurant de ma vie, et là, je passe à un autre cran. Je repasse d'une autre position, donc de General Manager, je passe donc District Team Leader. Et là, de District Team Leader, je deviens, pour la première fois de ma vie, un manager qui gère 2 restaurants, et je commence à gérer donc 40 employés. Waouh, je suis personne. Moi, là-bas, j'ai arrêté l'école à 18 ans, je me suis barré de la France. Personne ne me connaît ici, tout le monde croit que j'ai l'expérience. Pas du tout, donc moi, bien sûr, j'ai le syndrome de l'imposteur. Je me dis, merde, mais qui je suis pour faire ça? Mais je kiffe quand même. Et je mets une petite business card, je mets une petite carte de visite avec mon nom, ma nouvelle position. Et je me dis, merde, putain, j'ai vraiment... Je commence à apprécier ce que j'ai. Et là, je commence à apprécier l'ascension. Et puis, pour en arriver là, après, en fait, vraiment, c'est là que je me dis, il y a un facteur chance, mais il faut quand même la provoquer, la chance. C'est ce que je veux dire. J'ai dû partir quand même de la France, tout quitter, j'ai dû souffrir énormément, j'ai beaucoup pleuré, je me suis beaucoup remis en question. Et dans cette remise en question, c'est là que je comprends une chose, et je crois que c'est la plus chose importante que je vais dire dans cette vidéo, c'est que, en fait, dans cette vie, nous sommes les seules personnes qui pouvons limiter nos pensées limitantes. C'est-à-dire, en fait, on est les seuls qui pouvons nous poser nos propres objectifs. Il n'y a pas de limite. C'est là que je comprends, en fait, il n'y a pas de limite. En fait, les seules limites, c'est toi-même qui te les mets. C'est-à-dire, si tu penses que tu peux pas réussir ça, ce que tu veux, tu ne réussiras pas. Si tu as envie de devenir astronaute, tu le seras. Si tu as envie de devenir manager, tu le deviens. Si tu as envie de rester nul, tu restes nul. Si tu penses que t'es beau, t'es beau. Si tu penses que t'es moche, t'es moche. Et là, je me dis, putain, le game changer. En fait, c'est là que je me dis, mais oui, je le savais que j'étais capable de faire ça. Mais en France, moi, quand j'entendais ma famille qui me disait, mais Olivier, tu sais même pas écrire français. Qu'est-ce que tu rêves d'ouvrir plusieurs restaurants? Parce que moi, quand on me posait la question, qu'est-ce que tu veux de faire? Ben moi, je disais toujours une chose, je veux ouvrir plusieurs restaurants dans ma vie. Et en fait, tout le monde me prenait pour un fou. C'est là que j'ai compris. Faut y croire.
Tu es la seule personne qui peut te poser tes propres limites. Tu es la seule personne qui peut faire ce que tu as vraiment envie de faire. Putain, et là, ça a été le game changer. Mindset. Et à partir de là, ça part en couille. Parce que je me dis, en fait, c'est que moi qui peux décider quand est-ce que je m'arrête. Et je trace la route et je continue à y croire. Et là, je me dis, je m'enlève toutes mes limites et je vais voir jusqu'à où ce que je peux aller. Et là, on ouvre le 3e restaurant. J'ouvre le 2e restaurant de ma vie en tant que District Team Leader. Je gère 60 employés. Et tout ça en espace de... Là, je suis à 3 restaurants en 2 ans. Hein. Donc, le 2e restaurant, ça a été Burnaby, Brentwood. Le 3e, ça a été Richmond, à Richmond Center. Vous pouvez regarder, hein, si vous ne me croyez pas, vous regardez sur Internet, Hello Nori. Et puis, le 3e restaurant, on m'annonce, Olivier, on ouvre le 4e restaurant à Toronto sur King Location, King Street. Oh putain de merde, King, c'est les Champs-Élysées, pas les Champs-Élysées, non, je déconne. C'est quand même la ville, c'est une rue de fête, que de bars, c'est le feu. Et là, on me dit, 4e restaurant Toronto, allez, tu pars. J'y vais, je gère à mort l'ouverture. J'arrive là-bas, c'est le bordel. Et là, je fais une remontada, je gère à fond. En 10 jours, j'achète tout ce qu'il faut acheter. Parce que le mec qui était là-bas, il a déconné, il a démissionné. Je le remplace, boum, je gère tout, on fait l'ouverture. Et là, je dépasse mes limites, une fois de plus. Et là, je gère 4 restaurants. Et j'en ai déjà ouvert 3. Et là, je me dis, putain. Et là, je passe à un autre step, une autre étape. Quand je rentre sur Vancouver, là, le CEO, l'investisseur, a dit, Olivier, je veux que tu deviennes Operation Corporate Manager. C'est la position où je suis aujourd'hui. Et là, c'est moi qui m'occupe de prendre les décisions. Je m'occupe des opérations. Je m'occupe de tout. Et là, je deviens le boss. Pour moi, c'est ça. Je deviens presque le boss ultime, quoi. Après, donc, King, on ouvre un 2e restaurant à Toronto. Et après, on ouvre un 4e restaurant et un 5e sur Vancouver. Donc, Park Royal et Club Kitchen. Et sur Toronto, on ouvre, donc on en a 2, qui est King et York. Et j'aime bien dire les noms, comme ça vous dites pas que je suis un mytho, parce que je pense qu'il y a des gens qui peuvent croire que je suis un mytho. Et que je le répète, vous pouvez le regarder sur le site. N'hésitez pas à me lâcher des commentaires, bien sûr. Hein. Et abonne-toi là si tu commences à kiffer cette aventure. Abonne-toi, ok? Et puis, à partir de là, donc, je deviens cette personne qui est Operation Corporate Manager. Et là, je gère donc je gère aujourd'hui, actuellement, 7 restaurants. Et j'en ouvre donc un 8e dans 3 semaines à Calgary. Puis, un 9e qui sera le 3e restaurant à Toronto qui est Bay Location. Et puis après, on ouvre un autre qui sera sur Vancouver à Oak Ridge. Donc, on sera à 10 restaurants. Donc, voilà. Et ça, c'est l'aventure de ma vie. Et donc, c'est mon bilan à Vancouver en 5 ans. Donc, conclusion de ça, Vancouver, c'est une ville compétitive. C'est une ville où c'est très dur de percer. C'est une ville où, en fait, faut pas lâcher. C'est une ville mentale. C'est dur de se faire des amis, c'est dur de percer, c'est une ville très chère. C'est une ville où il y a le plus de compétition parce que ça reste petit. Donc, qui dit petite ville, qui dit très compétitive. Et c'est une ville de requins, Vancouver. C'est une ville de requins. À toi d'avoir le bon réseau, à toi d'être bon dans le networking, à toi de bien gérer tout ça parce que ouais, c'est une ville de putain de requins et pas facile. Et c'est dur Vancouver. Il faut être patient mentalement et physiquement, mais quand tu y arrives, quand tu perces, tu pètes. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, c'est le message que je voulais partager. Ça a été l'histoire de ma vie et ça a été vraiment, ça a été dur pour en arriver là. J'ai vraiment souffert pour en arriver là et je te le dis. J'en ai vraiment souffert de tous ces sacrifices et aussi de toutes ces croyances limitantes, parce que je le rappelle, je suis pas allé à l'école et aujourd'hui pour en être là, en France, je pense pas que j'en serais arrivé là. En France, je pense pas que j'aurais été à ce niveau-là aujourd'hui. Donc, ça a été des sacrifices payants, mais attention, j'en ai payé les prix cassés. Aujourd'hui, je vois pas ma famille et aujourd'hui, même encore aujourd'hui, je me demande si je fais toujours les bonnes choses et j'ai vraiment envie de rentrer des fois, bien sûr. Et donc, c'est pas facile. C'est pas facile. Quoi qu'il arrive, qu'on perce ou qu'on perce pas, ça restera toujours difficile. Et c'est comme ça qu'elle est la vie. Donc le bilan, après 5 ans à Vancouver, il est magnifique. Le bilan, il est incroyable. Je pense qu'il peut aider certaines personnes à inspirer d'autres. Et je te conseille de suivre ce que tu as ici. Et si tu as des questions, si tu as besoin d'aide, si tu as besoin de guidance, si tu as des doutes, alors lâche-moi un commentaire, pose-moi tes questions. Et ça me ferait grand plaisir de pouvoir t'aider, de te guider. D'accord? Donc, le bilan des 5 dernières années à Vancouver. Est-ce que je suis devenu riche rapidement? Absolument pas. Est-ce que ça a été le bon choix? Oui, sans hésitation.
Est-ce que ça a été difficile? Extrêmement difficile, mentalement et physiquement. Mais grâce à ça aussi, j'ai découvert ma passion. Et aussi aujourd'hui, grâce à ça, donc j'ai ce travail où j'ouvre des restaurants, où je gère donc 7 restaurants à ce moment même de cette vidéo. J'en ouvre 3 autres qui arrivent. Mais aussi, j'ai mon business à moi à côté où j'aide les gens à monter leur restaurant, à ouvrir ou à scaler leur restaurant, en ouvrir 2, 3, 4. Donc beaucoup de consulting, de coaching à côté. J'adore aider les gens. C'est ma passion. Brainstorming, calculer, analyser, coacher. Mais aujourd'hui, ça aussi, ça a des sacrifices. Je ne passe pas les fêtes de Noël avec ma famille, je ne vois pas mes neveux et nièces grandir. Je loupe énormément de choses. Donc la vie, est-ce qu'elle vaut le coup d'être vécue comme ça? Ça, je ne sais pas. Il n'y a que toi qui peux décider. Car moi-même aujourd'hui, des fois, je ne sais pas quoi faire par rapport à ça. Mais il n'y a pas de secret dans cette vie. Il n'y a pas de succès sans sacrifice. Et ça, par contre, ça, faut le savoir. Aujourd'hui, je construis quelque chose de magnifique. J'ai mon propre business à moi, plus on va dire mon 9 to 5, mon boulot. Donc ma vie, elle est à 2000 à l'heure. Mais c'est ce qui me fait vivre aujourd'hui. C'est ce qui me fait kiffer. Et c'est ce qui me donne la force de continuer tous les jours et de me lever le matin. Aujourd'hui, c'est pour ça que ces chaînes YouTube, elles existent. Pour pouvoir partager ce genre d'aventure et d'expérience avec vous. Pas pour me mettre en avant, mais plutôt pour transmettre les 5 dernières années de ma vie. Et puis si vous avez kiffé donc cette vidéo, si vous avez des questions, lâchez-moi un petit commentaire s'il vous plaît. Abonnez-vous, déclenchez cette petite cloche de notification, comme ça quand je poste en ligne une autre vidéo, tu reçois une petite notification directe. Et j'espère que vous avez kiffé donc ce bilan des 5 dernières années. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de partager un petit peu de ma vie, un truc que je ne fais jamais, où j'ai été vraiment très honnête. Je vous ai tout dit, je pense que ma famille, ils vont bien rigoler en regardant ça, et là, vous pouvez voir que il n'y a pas de mytho, quoi. Sur ce, on se revoit pour une prochaine vidéo. C'était Olive, en direct de Vancouver.